Le 9 juin dernier, la Confédération des États du Sahel s'est réveillée avec une nouvelle mélodie. Une journée qui a été marquée par l'interprétation inaugurale de l'hymne de l'AES. Dénommé Sahel Benkan, cet hymne résonne comme une promesse d'entente entre les trois pays du Sahel. Les détails, c'est tout de suite dans ce journal. Le procureur du Faso plaide le tribunal de grande instance Ouaga 1 annonce le rapatriement de 22 citoyens burkinabés. Vivant au Ghana, ces derniers, attirés par de fausses promesses d'emploi, ont été pris au piège d'un système de vente pyramidale. L'enquête menée en collaboration avec Interpol Accra a permis d'intercepter 9 suspects. Et puis dans ce journal, nous mettrons le cap sur la culture Mouaga. Nous irons à la découverte de ce tambour sacré des Moussi, le Bendri, cet instrument qui fait partie intégrante de la vie communautaire, de la tradition et de l'histoire de ce peuple. À suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce grand récap. Comme je le disais en titre, le président du Faso a présidé le lundi 9 juin dernier au palais de Koulouba la cérémonie de levée des couleurs nationales et du drapeau de la Confédération des États du Sahel. Cette cérémonie a été marquée par l'exécution pour la première fois de l'hymne de l'AES intitulé Sahel Benkan, un thème en bamanakan qui signifie l'entente du Sahel. Retour sur la cérémonie avec Cécile Sawadogo. L'hymne national suivi de celui de l'AES sont interprétés ici par l'escadron de musique du groupement d'escorte et d'honneur. Sahel Benkan, ou l'hymne de l'AES, est composé de 3 couplets. Il rend hommage au passé héroïque du peuple du Sahel, à l'intrépidité de ses fils et filles, célèbre leur prouesse et envisage un avenir radieux pour les 3 pays de la Confédération. À l'occasion de cette cérémonie de levée des couleurs, le chef de l'État a adressé un message au peuple de l'AES dans lequel il a dénoncé les manœuvres souterraines des impérialistes. Nous sommes approchés tous les jours par ces impérialistes-là pour amener un des 3 à trahir l'autre. Nous sommes confrontés à ça depuis belle lurette. On va nous combattre, on continuera à nous combattre. Mais nous sortirons victorieux et forts. Ces situations que nous vivons, nous ne devons pas les prendre et nous apitoyer sur nous-mêmes. Au contraire, ça doit nous renforcer. On doit sortir très fort de cette guerre, comprendre le pourquoi on nous a tant assaillis, se forger et faire en sorte que dans le siècle à venir, nous ne connaissons pas ce genre de situation. Alors que l'hymne de l'AES était entonné au palais présidentiel de Koulouba, il était également au Niger et au Mali, en présence des 2 chefs d'État. Cette symbolique témoigne de la détermination des 3 peuples de la Confédération du Sahel à célébrer un même espace, un même peuple et un même destin. Une semaine après le début des épreuves écrites et orales des examens du brevet d'études du premier cycle, les premiers résultats sont connus. À l'instar des autres centres d'examen du Burkina Faso, les jurys Ouaga 1 et Ouaga 2 du lycée municipal Bambata ont livré leur verdict le 11 juin dernier. Le taux de réussite au premier tour est de 34,81% et 35,99%, respectivement pour les 2 jurys. Reportage Gloria Balo. Nous sommes dans la matinée du 11 juin, une journée pas comme les autres pour les candidats du BEPC. Au lycée municipal Bambata de Ouagadougou, l'heure est à l'attente des résultats. Les candidats, seuls ou accompagnés, tentent de surmonter le stress. L'angoisse et l'inquiétude se lisent sur les visages, bien que certains gardent l'espoir d'une issue favorable. C'était bon en français et anglais. Et puis mais avec l'histoire, mes maths là, je ne suis pas confiant. J'ai confiance que j'aurai le BBC parce que j'ai travaillé et je sais ce que j'ai fait. J'ai hyper bien confiance parce que ce que j'ai écrit sur ma feuille, j'ai confiance. Après plus de 2 heures d'attente, l'instant tant redouté arrive enfin avec la traditionnelle annonce. Candidat approché. Le jury Ouaga 1 entame la proclamation.
Dès les premiers noms, l'émotion atteint son paroxysme. Cris de joie, larmes de soulagement, consternation de gratitude. Certains candidats n'hésitent pas à exprimer leur bonheur par des gestes. Ça a été bien. En tout cas, les épreuves là, je ne m'attendais pas à voir tout cela. Mais je remercie Dieu. Je me sens très bien en tout cas. Après, je compte faire la série scientifique. Vraiment, je suis très content, parce que j'ai réussi mes objectifs. J'ai eu mon publicité avec une très bonne mention. J'ai la satisfaction. Mais à côté des scènes de joie, on observe aussi des visages tristes, abattus. Des tentatives de réconfort émergent pour soutenir ceux à qui la chance n'a pas souri. Les résultats globaux des deux jurys restent en deçà des attentes. Avec des taux de réussite inférieurs à 40%, les premiers responsables des jurys se disent peu satisfaits. Plus ou moins acceptable, parce qu'on se retrouve avec 35,99% pour le premier tour. Bon, avec les notes qu'on rentrait, on se rendait compte que ce n'est pas évident que les résultats soient bons. Mais on était tout de même satisfaits avec ces résultats obtenus. On ose croire qu'au second tour, il y aura quelques-uns aussi qui pourront tirer leur épingle du jeu pour augmenter le pourcentage. Il y avait 354 inscrits, mais en appel, 15 n'ont pas répondu, donc il y avait 15 absents. Donc en tout, nous nous sommes retrouvés avec 122 admis, et 111 au second tour et 103 ajournés. Environ 30% des candidats des deux jurys sont admissibles et devront affronter le 13 juin prochain les épreuves du second tour. Quant aux ajournés, ils représentent entre 20% et 30% selon le jury. Ces derniers devront se préparer à revenir plus fort l'année prochaine. Le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance Ouaga 1, a annoncé le 11 juin dernier le rapatriement de 22 citoyens burkinabés victimes d'une vaste escroquerie liée à l'utilisation du CUNET au Ghana. Ces derniers, séduits par des offres fictives d'emploi ou de carrière sportive, se sont retrouvés impliqués malgré eux dans un système de vente pyramidale. Grâce à une coopération efficace avec Interpol Accra, 9 suspects identifiés comme les principaux investigateurs ont été placés sous mandat de dépôt. Innocent Ilboudo. Parmi les 22 ressortissants burkinabés rapatriés du Ghana, 9 individus ont été identifiés comme recruteurs actifs impliqués dans le commerce pyramidal, notamment sous le label CUNET, avec à leur tête Ido Saïdou. Ces derniers ont été placés sous mandat de dépôt depuis le 26 mai dernier. Il ressort que les cerveaux de ce vaste réseau d'arnaqueurs appelé leader se nommerait Ido Seydou, qui est déjà sous mandat de dépôt depuis le 26 mai 2025, Zungrana Youssouf, Deme Lassina, Kombassere Abdul Fatawo et Ginko Hakim, qui faisaient partie des 22 rapatriés. Il y a également Berthe Siaka, un certain John Sena du business, sans autre précision, toujours en cabale au Ghana. Les enquêtes menées par le bureau central d'Interpol Ouaga ont révélé la diversité des modes opératoires utilisés par ces recruteurs, incluant des fausses promesses d'emploi. 6 des victimes ont été appâtées par le procédé d'offre d'emploi. Elles sont toutes passées par Tita dans le Sangué avant de se retrouver au Ghana. Ce réseau de Tita était entretenu par le nommé Ido Seydou. Ce dernier, par l'intermédiaire d'autres victimes, les a fait croire qu'il avait la possibilité de les faire recruter à des emplois bien rémunérés. Pour ce faire, il leur demandait de se rendre d'urgence à Tita pour un entretien d'embauche. À l'issue de cet entretien, qu'il prenait le soin lui-même de conduire, il déclare votre candidature acceptée et vous invite à payer la somme de 575 000 francs CFA pour une formation.
Une fois la dite somme versée, le nommé Ido Seydou leur présente le network marketing qui n'est rien d'autre que QNET en lieu et place de la formation attendue. Ayant déjà perdu leur argent et ne sachant que dire aux parents, ils sont restés à Tita pour mener l'activité de QNET. Suite à la mesure d'interdiction de l'exercice de l'activité QNET au Burkina Faso par le gouvernement le 10 juillet 2024, le nommé Ido Seydou s'est rendu au Ghana et les a invités à le rejoindre. C'est ainsi qu'elles se sont retrouvées au Ghana en faisant croire aux parents que c'est pour y poursuivre leur formation. Les personnes qui refusaient de s'engager dans les activités de QNET faisaient objet de séquestration, de dépouillement de leurs biens, ainsi que ceux de leurs parents. Actuellement, les victimes rapatriées bénéficient d'une prise en charge avant leur transfert vers leurs familles respectives. Quant aux principaux acteurs présumés de cette escroquerie, à savoir Ido Seydou et son réseau, ils sont convoqués à la barre le 17 juin prochain afin de répondre des faits qui leur sont reprochés. La réorganisation du Comité national de négociation commerciale, point inscrit à l'ordre du Conseil des ministres du mercredi dernier. Pour plus d'efficacité, ce comité devrait désormais faire de la place à des structures centrales de l'administration publique, celles d'appui au secteur privé et bien d'autres organismes. Cette session hebdomadaire a également acté le transfert des anciens actifs de 5 sociétés minières. Cécile Savadogo. Au titre du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du Comité national de négociation commerciale. Ce décret vise à prendre en compte l'émergence de nouvelles questions commerciales dans les négociations à l'Organisation mondiale du commerce, le changement de dénonciation de certaines structures de l'administration publique et du secteur privé. Le Comité national de négociation commerciale inclut désormais des structures centrales de l'administration publique, des structures d'appui au secteur privé, des organisations professionnelles et de la société civile, ainsi que le monde universitaire. Quant au ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté un décret portant transfert des anciens actifs miniers de Wayong Gold SA, Simafo Bungu SA, Ressources Feke SARL, Griffon Minéral Burkina Faso SARL et Lilium Mining Service Burkina Faso SARL à la Société de participation minière du Burkina, SOPAMIB. L'État burkinabé rappelle avoir acquis le 24 août 2024 par cession directe d'actions et de parts sociales auprès des sociétés des anciens actifs miniers détenus par les sociétés minières d'exploitation et de recherche. Cette acquisition s'inscrit dans la politique d'appropriation souveraine des ressources minières par l'État aux fins de leur exploitation optimale au bénéfice des populations. Aussi, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a fait au Conseil une communication relative à l'organisation des 7e Jeux universitaires du Burkina Faso, prévus du 21 au 28 juin 2025 à Fadangourma. Dans le cadre des préparatifs de la 7e édition de la Journée nationale de l'arbre, le comité d'organisation a échangé avec les hommes et femmes de médias sur les grandes articulations de la campagne nationale de reforestation 2025, placée sous le thème « Plantes médicinales, source de résilience sanitaire et climatique des communautés ». Cette édition met un accent particulier sur la restauration de l'environnement, tout en valorisant le rôle stratégique des plantes médicinales. Gloria Balo. Instituée en juillet 2018, la Journée nationale de l'arbre vise à atteindre un taux de réussite d'au moins 70% de plantation. Pour la campagne de reforestation 2025, il est prévu la mise en terre de 20 millions de plants à l'échelle nationale. Cette ambition témoigne de la volonté du Burkina Faso de renforcer sa résilience écologique et de lutter durablement contre les effets du changement climatique. À cet effet, des innovations sont mises en place. Cette année, la campagne de reforestation
va connaître beaucoup d'autres innovations. Et on peut noter 3 temps forts qui vont marquer la campagne de réforestation de 2025. Le premier temps fort, le 14 juin 2025, c'est le lancement officiel des bosquets à plantes médicinales par son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État dans la région du Centre-Sud. Alors, la seconde date, c'est le 21 juin 2025. Sera célébrée la 7e édition de la Journée nationale de l'arbre dans la région du Centre-Sud. C'est-à-dire le 21, il y a une heure qu'on a définie. Ça va être entre 8h et 9h. Le ministre engage pour la mise en terre de 5 millions d'arbres. Alors, le 21 va être aussi un tremplin pour récompenser les acteurs qui font beaucoup dans la lutte contre la désertification. Donc, il y a un prix qui a été initié l'an passé. Ça s'appelle le prix Yakuba Sawadogo, à l'occasion de laquelle ce prix va être donc décerné, et bien d'autres prix à des acteurs qui travaillent pour lutter contre la désertification. Mais il y a aussi le 29. La fédération a eu la brillante initiative de lancer le coup de pédale pour l'arbre sur l'avenue Thomas Sankara. À travers cette campagne de réforestation, le Burkina Faso réaffirme son engagement à bâtir un avenir plus vert, plus sain et plus résilient pour les générations futures. À présent, parlons culture. Il ne s'agit pas d'un simple instrument de musique. Le bendré, tambour sacré des Moussi, rythme les grandes étapes de la vie communautaire. Instrument de parole, de tradition et de pouvoir, il incarne à lui seul toute une mémoire collective. Découvrons ensemble l'histoire et la portée symbolique de ce tambour, toujours avec Gloria Ballo. Il parle, transmet un message, raconte une histoire. Le bendré n'est pas qu'un simple instrument de musique, il est la voix d'un peuple. Dans la société Mouaga, le bendré occupe une place centrale dans l'organisation sociale, spirituelle et culturelle. Son rythme résonne lors des grandes cérémonies, guide les pas pendant les rituels et marque les instants solennels de la vie communautaire. Mais au-delà de sa fonction cérémonielle, il faut remonter à ses origines pour saisir toute la portée symbolique et historique de cette institution coutumière. Le bendré est un instrument traditionnel, mais aussi une racine de notre culture. Certes, c'est un instrument de musique, mais chez les Moussi, il joue un rôle bien plus profond dans les coutumes et les rituels. Le bendré est porteur d'identité et de spiritualité. C'est une véritable communauté en soi. Selon la tradition, il remonte à nos ancêtres et s'est transmis de génération en génération. On raconte que le bendré appartenait autrefois aux lutins qui furent les premiers à l'utiliser. Un jour, un humain surprit un lutin en train d'en jouer. Le lutin disparut soudainement, laissant derrière lui son instrument. C'est notre premier ancêtre qui l'aurait retrouvé. Depuis ce jour, il fut surnommé celui qui a trouvé. Autrefois, nous les Benda ne nous marions ni avec les Peuls, ni avec les forgerons, conformément à nos traditions. Autrefois, le bendré était porteur de parole lors des funérailles, des mariages et des investitures des chefs coutumiers. Plus qu'un instrument, il servait à unir les peuples
et à rappeler ses origines et ses valeurs. La mission des Benda, c'est de collaborer avec les lutins. Dans les cérémonies coutumières, comme le Nabasga, le Bendré joue un rôle bien précis et symbolique. Le Nabasga est une célébration au cours de laquelle on rend hommage aux ancêtres tout en implorant leur bénédiction. Elle marque la fin de la saison des pluies et c'est à ce moment que l'on organise une fête pour remercier les ancêtres pour les récoltes. Les Benda interviennent principalement dans les villages dirigés par des chefs coutumiers où leur présence est essentielle dans les rituels traditionnels. Et oui, le Bendré n'intervient que dans des régions où règne un pouvoir royal ou coutumier. Le chef des Bendré appelle d'ailleurs la jeune génération à retourner aux sources. Aujourd'hui, nous avons en grande partie délaissé nos racines et nos valeurs ancestrales. Nous souhaitons que chacun puisse retrouver le chemin de ses origines. Nous exprimons notre gratitude au Moro Naba qui a permis la construction du centre d'éducation traditionnelle et de sauvegarde des valeurs endogènes. Ainsi, le Bendré suit son chemin dans l'histoire, celui d'un peuple qui parle avec les mains, écoute avec le cœur et se souvient par le son. Tant qu'il résonnera, c'est toute la mémoire des ancêtres qui continuera de vivre au cœur des communautés. En sport, la 38e édition de la Coupe du Faso a livré son verdict le 8 juin dernier au stade municipal Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. La finale opposait Raïmo FC à Sporting des Cascades et après un match intense, Raïmo FC a remporté la victoire à l'issue de l'épreuve fatidique des tirs au but. Score final, 3 tirs réussis pour Raïmo contre 1 pour le Sporting. À noter que c'est le deuxième sacre de Raïmo FC dans l'histoire de cette compétition. Raïmo FC réalise ainsi un doublé historique cette saison en s'imposant non seulement en Coupe du Faso, mais aussi en Faso Foot League 1. Innocent Ilboudou. Le match démarre sur un rythme soutenu. À la 16e minute, le Sporting FC des Cascades prend l'avantage grâce à Nuhun Bamba dont le centre surprend tout le monde. Le Sporting des Cascades conserve l'avantage jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, le Raïmo FC affiche une volonté nouvelle et finit par égaliser. Malgré les nombreuses tentatives de part et d'autre, aucune équipe ne parvient à prendre l'avantage avant le coup de sifflet final. Tout se joue alors au tir au but. Dans ce duel de sang-froid, le Raïmo FC fait preuve de plus de maîtrise. Son gardien brille en repoussant 2 tentatives adverses, offrant à son équipe une victoire décisive. Il est galvanisé une fois de plus, comme quoi c'est pas encore fini. Nous invitons. Et on avait quelque chose à montrer ce soir encore. Nous invitons les officiels du match. Et ce n'était pas le cas. Voilà, et aussi, ils avaient gagné le match. Ils ont bien joué. Merci. Les officiels, merci. Deuxième équipe. Des jeunes qui sont très bien. Allez-y. Même s'il y a des enfants qui doivent venir, mais il y a des soucis. Dans le cas contraire, on va faire avec nos jeux. On les fait confiance. Franchement, ça fait plaisir. Toujours gagner et la première fois gagner, la deuxième fois, c'est vraiment bien. On est content, on est fiers d'eux, on espère que ça va continuer comme ça. Et maintenant, c'est la phase d'Afrique. On espère que ça va bien se passer et qu'ils vont remporter encore d'autres trophées. Non, je suis allé je les ai encouragés, je les ai dit la finale, ça se joue pas, mais ça se gagne. Donc peu importe la manière, quel que soit Alpha, il devait nous amener la coupe. Alors non, juste continuer de travailler, continuer de se battre, c'est comme ça fait plaisir. C'est le fruit de leur travail, on espère que ça va continuer, on est vraiment fiers d'eux, on est là, on va les soutenir comme d'habitude. Avec ce triomphe, le Raïmo FC décroche son deuxième titre en Coupe du Faso et valide son billet pour la Ligue des champions de la CAF. Le club repart avec une récompense de 20 millions de francs CFA, tandis que le Sporting des Cascades reçoit 15 millions de francs CFA.
À présent, l'actualité sous forme de brève. C'est le jour J de la 28e édition des prix Galien, la cérémonie de reconnaissance et de récompense des hommes de médias. Après plusieurs mois d'évaluation des 191 œuvres en compétition dans les catégories radio, télé, presse écrite, presse en ligne et langue nationale, l'heure est enfin venue de mettre en lumière les efforts des confrères et consoeurs qui, malgré les conditions difficiles, continuent d'exercer leur métier avec passion et détermination. Qui sera le super gagnant de cette 28e édition? La réponse, c'est ce soir à 21h, en direct sur la RTV Télé. La Commission européenne a annoncé le 10 juin dernier l'ajout de plusieurs États à sa liste noire des pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Au nom de ceux-ci figurent 4 pays africains, l'Algérie, l'Angola, le Kenya et la Côte d'Ivoire, désormais classés aux côtés de Monaco, du Liban ou encore du Venezuela. Cette liste doit être validée par le Parlement européen et le Conseil avant de devenir juridiquement contraignante. Et toujours en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire organise demain une marche pacifique en soutien à la candidature de Tidiane Thiam. L'annonce de cet appel à mobilisation a été faite le 10 juin dernier par le secrétaire exécutif du parti. Selon le PDCI-RDA, ce rassemblement s'inscrit dans une stratégie de pression politique pour réinscrire le nom de leur président sur la liste électorale définitive. Un Boeing 787 d'Air India à destination du Royaume-Uni s'est écrasé hier sur une zone résidentielle d'Ahmedabad, ville située à l'ouest de l'Inde. Selon le dernier bilan, le crash a coûté la vie à plus de 240 personnes avec un seul survivant. Il s'agit d'un Britannique d'origine indienne qui a pu sortir de l'avion à temps. Des enquêtes pour déterminer les causes de cette catastrophe sont en cours. Madame, Monsieur, voilà qui referme ce grand récap. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur Fadima Web TV.